5 kg de biomasse comestible par plant. C'est le potentiel théorique maximal du poivron en culture optimisée. Mais pourquoi l'usine végétale tourne-t-elle souvent à vide? On observe des tiges robustes, des feuilles larges, captant avidement la lumière, une structure imposante occupant l'espace. Pourtant, les conteneurs de récolte restent vides. La photosynthèse fonctionne à plein régime, mais le mécanisme de reproduction est enrayé. L'énergie est stockée inutilement dans la fibre verte au lieu d'être convertie en réserve sucrée. C'est un échec logistique majeur pour l'horticulteur. La saison avance, les températures nocturnes commencent à chuter. L'investissement en eau, en azote et en temps de gestion ne produit aucun retour sur investissement tangible. En apparence, la culture est une réussite visuelle. Mais physiologiquement, c'est une déroute. La plante consomme des ressources sans livrer le produit fini. Le feuillage est dense, l'odeur végétale est forte, mais les branches pendent, légères, sans la charge attendue des fruits. L'erreur n'est jamais le fruit du hasard. Il existe 8 facteurs techniques précis qui forcent la plante à privilégier la croissance végétative sur la fructification. Ce n'est pas une fatalité biologique, c'est une équation chimique déséquilibrée. L'analyse méthodique de ces 8 points permet de reprendre le contrôle du cycle de développement. L'objectif est la redirection des flux. Il faut forcer la sève élaborée à quitter les feuilles pour gonfler les tissus du fruit. On ne cherche pas de petits spécimens. On vise une structure cellulaire dense, lourde, capable de supporter son propre poids. Une productivité industrielle à l'échelle d'un seul plant. Mais il y a une nuance critique. Une variable souvent ignorée détermine la rentabilité finale de la culture, l'abscission florale. La fleur se détache et tombe avant la fécondation. Si ce lien rompt, la récolte est annulée instantanément. La maîtrise de ce dernier paramètre permet de verrouiller le rendement. Le système est alors optimisé. Une plante massive, un feuillage dense, mais aucune récolte. Le paradoxe est biologique. Pourquoi une végétation luxuriante produit-elle un rendement nul? La réponse réside dans la chimie du sol. L'ennemi est invisible, c'est l'azote. Cet élément est le carburant de la croissance verte. C'est un constructeur de tissus. Pour la jeune tige, c'est une ressource vitale. L'azote permet de structurer l'architecture cellulaire initiale et d'établir le système racinaire. La plante s'installe. Mais il y a un point de bascule critique. Dès l'apparition des premiers bourgeons, la stratégie de survie doit changer. Si l'apport en azote reste élevé, la plante reçoit un signal erroné. Elle continue de fabriquer des feuilles, elle ignore la reproduction. Le mécanisme de survie de l'espèce est détourné au profit d'une croissance végétative infinie. L'énergie est gaspillée. En apparence, le piment est en pleine santé. Mais à l'intérieur, le cycle de fructification est avorté. Et la plante reste en phase juvénile. Elle produit de la tige, de la fibre, de la cellulose. Pendant ce temps, les fleurs ne se forment pas. Ou pire, à l'examen rapproché, on observe le phénomène. Le pédoncule jaunit. La fleur se dessèche et tombe au sol avant même la pollinisation. C'est un avortement spontané provoqué par le déséquilibre chimique. Il faut intervenir sur la logistique nutritionnelle. Lorsque les boutons floraux émergent, le régime doit changer radicalement. L'objectif est de passer d'un engrais de croissance à un stimulateur de floraison. Le code est précis. 5, 10, 10. Moins d'azote, plus de phosphore, plus de potassium. Ce n'est pas une simple modification de régime. C'est une reprogrammation hormonale. Le phosphore renforce la structure des fleurs. Le potassium agit comme une pompe hydraulique, dirigeant l'eau et les nutriments vers les fruits en formation. L'application demande une rigueur chirurgicale. Le dosage
doit être réduit de moitié. Une concentration totale est trop brutale. Dans un conteneur, l'espace est limité. Les sels minéraux s'accumulent. Un apport agressif brûle les radicelles et bloque l'absorption de l'eau. La fréquence idéale est d'une application toutes les 2 à 4 semaines. Il y a une nuance importante concernant la matière organique. L'agronomie pratique interdit le fumier frais durant cette phase. C'est une matière instable, chargée en ammoniac et en azote pur. Sa décomposition génère de la chaleur et perturbe l'équilibre du sol. La farine de sang est également à proscrire pour les mêmes raisons, trop riche, trop rapide. La solution technique est le compost stabilisé. La matière est déjà dégradée. Les liaisons chimiques sont simples. La libération des nutriments se fait lentement, sans provoquer de choc osmotique pour la plante. L'erreur est impossible si l'on teste le substrat. Les kits d'analyse de sol sont des outils de diagnostic essentiels. Les réactifs chimiques indiquent les carences réelles. Sans données, l'ajout d'engrais est un jeu de hasard dangereux. Une observation visuelle mal interprétée peut être fatale. La feuille pâlit. Le jardinier inexpérimenté diagnostique un manque d'azote et rajoute de l'engrais. C'est souvent une erreur. En phase de floraison, la pâleur indique souvent un stress hydrique ou un blocage de micronutriments. Ajouter de l'azote sur une plante stressée ne fait qu'accélérer son déclin. Si le changement de régime n'est pas effectué, le bilan est mathématique. Vous obtenez une masse végétale impressionnante, de la biomasse inutile. Au moment de la récolte, le rendement est ridicule. Quelques fruits isolés au lieu de dizaines de piments. L'investissement en temps et en eau ne produit aucun retour calorique. Mais la chimie n'est qu'un facteur. Une autre variable physique détermine la production, la lumière. Le piment est une machine solaire. Sans une exposition directe et intense aux photons, le métabolisme ralentit. « 6 heures de radiation pure. C'est le minimum énergétique non négociable pour déclencher la production. Pour qu'un plant de piment génère du fruit, il exige une exposition directe au soleil de 6 à 8 heures par jour. Il ne s'agit pas d'une simple lumière ambiante. Nous parlons d'une intensité photonique maximale. La plante doit être totalement exposée. Aucune filtration par la canopée d'un arbre. Aucune ombre portée par une clôture durant l'après-midi. La logistique solaire est implacable. Si l'apport lumineux est insuffisant, le mécanisme biologique change de priorité. Pourquoi cette exigence est-elle vitale? La plante veut vivre. Si elle détecte un déficit de lumière, elle active son mode de survie. La fructification est un processus coûteux en énergie. La plante annule donc ce programme. Son nouvel objectif est la conquête spatiale. Elle alloue toutes ses ressources à la croissance verticale. Elle s'étire désespérément pour trouver le soleil. Les tiges s'allongent. La distance entre les nœuds des feuilles augmente. À l'examen rapproché, le plant semble haut et vert. Mais à l'intérieur, c'est une structure vide. Il n'y a pas d'énergie pour les bourgeons. Si vos cultures sont situées dans une zone ne recevant que le soleil matinal, le rendement sera nul. Si elles sont dissimulées derrière des végétaux plus hauts ou collées à un mur qui bloque les rayons, le diagnostic est clair. C'est un échec de positionnement. La correction commence par la géographie. En culture réelle, si vous constatez ce manque de lumière, la stratégie idéale est la relocalisation pour la saison suivante. Il faut cartographier l'ensoleillement avant de planter. Mais il existe une nuance technique. Si la saison est déjà avancée, le déplacement est impossible sans détruire les racines. La solution devient alors physique. On utilise la gestion de l'albédo. L'installation d'un paillage réfléchissant change la donne. Une simple feuille d'aluminium posée au sol
autour de la base de la tige, agit comme un miroir. Le mécanisme est simple. Les rayons frappent le sol et rebondissent vers les feuilles inférieures. Cela augmente la surface d'absorption totale. Ce n'est pas un substitut parfait au soleil zénital, mais ce zéro fruit, c'est le résultat brutal d'une erreur de calcul. L'absence de rendement n'est pas une fatalité, c'est une conséquence logique. Une erreur fréquente en culture de poivrons est la gestion de la lumière. On suppose souvent que la mi-ombre ou une luminosité indirecte suffira au développement. C'est faux. Le poivron n'est pas une plante tolérante à l'ombre. Biologiquement, il exige un bombardement de photons. Dans des conditions de lumière médiocre, la plante ne meurt pas. Elle survit, mais elle ne prospère pas. Son métabolisme ralentit et la conversion d'énergie devient insuffisante pour soutenir la fructification. Une autre faute stratégique concerne la densité et l'agencement. Planter des poivrons à proximité immédiate de cultures verticales comme le maïs ou les tomates est une mauvaise décision logistique. Il ne s'agit pas de compagnonnage, mais de compétition spatiale. Les plantes hautes déploient leur canopée et accaparent le rayonnement solaire. Le poivron, situé à l'étage inférieur, perd la bataille pour la lumière. La croissance stagne. Pourquoi certaines variétés s'en sortent-elles mieux? Si votre emplacement ne permet pas une exposition totale, la sélection génétique est votre seule option. Des cultivars spécifiques comme la California Wonder ou la Big Bertha possèdent une tolérance accrue. Elles sont capables de produire un rendement acceptable avec seulement 5 ou 6 heures de soleil, au lieu des 8 heures réglementaires. C'est une adaptation physiologique, une résistance programmée. Cependant, il existe un troisième facteur limitant. Vous pouvez avoir un feuillage dense, vert, explosif, mais aucun poivron. Le coupable est thermique. En apparence, la plante est vigoureuse, mais à l'intérieur, le système reproductif est à l'arrêt. On imagine que le poivron, étant une culture de saison chaude, supporte n'importe quelle température. C'est inexact. Il existe une fenêtre opérationnelle stricte. La fructification optimale se produit lorsque les températures diurnes oscillent entre 70 et 85 degrés Fahrenheit. Dès que le thermomètre grimpe vers les 90 degrés ou plus, la plante entre en stress physiologique. Le mécanisme est invisible à l'œil nu. Sous l'effet de la chaleur intense, le pollen contenu dans les fleurs perd sa viabilité. Il se dessèche ou devient chimiquement inactif. Même si la fleur semble intacte, la fécondation échoue. Le tube pollinique, le rayonnement solaire direct, n'est pas seulement de la lumière. C'est une charge thermique physique qui pèse sur les tissus végétaux. Pour contrer cette pression, une technique de barrière est indispensable, le paillage. L'application d'une couche épaisse de matière organique, comme de la paille ou des feuilles broyées, ne sert-il pas à décorer. C'est de l'ingénierie thermique appliquée à la base de chaque tige. Cette protection remplit deux fonctions critiques. Premièrement, elle agit comme un bouclier isolant. Le soleil frappe la matière morte au lieu de brûler le sol vivant, maintenant la température souterraine à un niveau stable. Deuxièmement, c'est un système de conservation hydraulique. Pourquoi laisser l'eau s'évaporer? Sans protection, l'humidité quitte le sol en quelques heures. Sous le paillis, elle reste piégée, disponible pour les poils absorbants des racines. Lorsque la zone racinaire reste fraîche et hydratée, la plante entière gère le stress thermique avec une efficacité supérieure. La logistique de l'irrigation demande aussi une précision horaire. L'apport d'eau doit s'effectuer le matin. Arroser au pic de chaleur est une erreur de calcul. La thermodynamique est simple. Une grande partie du liquide se vaporise au contact du sol brûlant avant même d'être assimilé. L'arrosage matinal permet aux racines de charger leur réservoir
avant l'augmentation des températures. De plus, le feuillage a le temps de sécher, ce qui élimine le terrain favorable aux pathogènes fongiques. Mais que se passe-t-il si la gestion thermique échoue? Le mécanisme de survie s'enclenche brutalement. À l'examen rapproché, le pédoncule jaunit, la connexion faiblit, la fleur se détache et tombe au sol. C'est l'avortement floral. En apparence, la plante semble prospère, mais à l'intérieur, elle est en mode crise. La photosynthèse continue. De nouvelles feuilles se déploient. La biomasse verte augmente. Pourtant, la fructification est suspendue. Les 60 à 70 degrés Fahrenheit. C'est la fenêtre de tir biologique. Dans cet intervalle précis, la plante cesse de lutter contre les éléments pour entrer en phase de récupération métabolique. L'énergie accumulée durant la photosynthèse diurne est redirigée vers un seul objectif, la formation du fruit. Dès que le thermomètre sort de cette zone, que ce soit vers le froid ou vers la chaleur, le cycle reproductif s'enraye. Commençons par le déficit thermique. Pourquoi une chute sous les 55 degrés est-elle critique? La réponse est chimique. Le froid bloque les processus enzymatiques. Le plant de piment ne meurt pas. Il ne fane pas. Il se fige. C'est une stase végétative complète. La plante détecte un environnement hostile et refuse d'allouer des ressources à la reproduction. Les conséquences sont visibles à l'examen rapproché. Les fleurs avortent. Les boutons floraux qui étaient sur le point de se transformer en piment cessent leur développement et tombent au sol. Le mécanisme est brutal. Une simple vague de froid inattendue au printemps peut effacer des semaines de production potentielle. Le rendement chute à zéro. L'excès inverse est tout aussi destructeur. Au-dessus de 75 degrés la nuit, le repos est impossible. En apparence, le feuillage reste vert et vigoureux. Mais à l'intérieur, le système cellulaire est en surchauffe. La plante n'évacue pas le stress thermique accumulé durant la journée. Elle reste en état d'alerte physiologique. Cela impacte directement la viabilité du pollen. Les fleurs s'ouvrent, mais la fécondation échoue. Le fruit ne se forme jamais. C'est une stérilité induite par la température. La gestion thermique exige une intervention physique. Contre le froid nocturne, la solution est l'isolation. L'utilisation de tunnels nantais ou de cloches en plastique crée un microclimat artificiel. Le principe est simple. Capturer le rayonnement infrarouge émis par le sol et le piéger autour de la tige. Pas besoin de haute technologie. Un simple drap usagé tendu sur des piquets, 30 degrés Celsius, sans la moindre circulation d'air. C'est une condamnation à mort pour la plante. L'air chaud qui stagne est bien plus destructeur que l'air chaud en mouvement. C'est une question de physique des fluides. Si les plants sont entassés les uns contre les autres ou coincés dans un angle mort, la chaleur s'accumule et forme une poche thermique. La ventilation naturelle est bloquée. L'espacement entre les cultures n'est pas un choix esthétique, c'est une nécessité logistique pour dissiper cette énergie thermique. Que se passe-t-il si l'on ignore les températures nocturnes? Le cultivateur entre dans un cycle d'échecs invisible. Durant la journée, la plante semble robuste. La photosynthèse opère, les feuilles sont vertes, les fleurs continuent d'apparaître, mais aucun fruit ne se forme. Les semaines passent et le rendement reste nul. On soupçonne souvent la qualité du sol ou une erreur génétique de la variété. Pourtant, la cause est thermique. Les écarts de température durant la nuit empêchent le métabolisme de la plante de valider la fructification. Il y a une erreur de calcul fréquente en agronomie pratique. Supposez que si la journée est clémente, la nuit sera sans danger. Mais dans certaines zones climatiques ou en haute altitude, l'amplitude thermique est brutale.
Le différentiel entre le jour et la nuit peut stresser le végétal jusqu'à l'arrêt de la production. Une autre faute technique concerne l'isolation. Utiliser des bâches en plastique lourd pour protéger du froid nocturne est une stratégie à double tranchant. Si elles ne sont pas retirées assez tôt le matin, le soleil transforme l'abri en four. En quelques heures, l'effet de serre cuit les tissus végétaux. Le cinquième facteur qui pousse un plant de poivron à produire du feuillage plutôt que du fruit est d'ordre chimique, le calcium. Ce n'est pas le nutriment le plus évident pour l'horticulteur amateur, mais son rôle est structurel. Le calcium est l'architecte des parois cellulaires. Sans lui, le fruit ne peut pas construire son squelette interne. À l'examen rapproché, le symptôme d'une carence est sans appel, la nécrose apicale. C'est cette tache sombre et déprimée qui apparaît à la base du poivron alors qu'il est encore en croissance. Une fois la tache formée, le processus est irréversible. Le fruit est techniquement détruit. Il ne récupérera jamais. La plupart des producteurs arrachent le spécimen et le jettent au compost. Mais il y a ici une nuance critique. Le sol n'est pas forcément vide de calcium. De nombreux terrains en contiennent des quantités suffisantes. Le problème n'est pas la ressource, mais la logistique de transport. Le calcium ne se déplace pas seul dans la tige. Il utilise l'eau comme véhicule. Si l'irrigation est irrégulière, le flux de nutriments s'interrompt. Lorsque le sol passe d'un état totalement sec à un état saturé d'eau, le transport du calcium devient chaotique. La plante est incapable d'aspirer le minéral vers le fruit en développement à un rythme constant. C'est là que la structure cellulaire s'effondre. Même avec un sol riche, un arrosage erratique provoque la famine minérale de la plante. La solution réside dans la stabilité hydrique. L'objectif est d'apporter de l'eau profondément, mais sans saturation permanente. Visez environ 1 à 2 pouces d'eau par semaine, selon l'évaporation et la chaleur ambiante. Une irrigation en profondeur force le système racinaire à plonger verticalement dans le sol, là où l'humidité est stable. Quelques minutes suffisent pour l'absorption. La solution appliquée sur les feuilles ne passe pas par le long circuit racinaire. Elle pénètre directement les tissus via les stomates pour corriger une carence en temps record. Mais cette technique d'urgence ne fonctionne qu'à une seule condition. La chimie du sol doit être maîtrisée. Le potentiel hydrogène, ou pH, doit se situer strictement entre 6 et 6,8. Si cette valeur est incorrecte, aucun apport de calcium, aussi massif soit-il, ne résoudra le problème. Pourquoi le fruit pourrit-il à son extrémité? C'est une erreur de diagnostic classique en culture réelle. Le jardinier voit la nécrose apicale. Il conclut immédiatement à un manque de calcium. La réaction est mécanique. Déverser de la chaux, broyer des coquilles d'œufs, pulvériser des solutions calciques. Pourtant, la nécrose persiste. L'analyse est fausse. Le problème n'est pas chimique, mais hydraulique. Le calcium est présent dans le substrat, mais la plante est incapable de le transporter jusqu'au fruit. La cause réelle est souvent une irrégularité de l'arrosage. L'intervention humaine aggrave alors la situation. En ajoutant aveuglément de la chaux pour compenser une carence imaginaire, le cultivateur élève brutalement le pH du sol. Le résultat est contre-productif. L'alcalinité augmente. D'autres nutriments essentiels au poivron se retrouvent bloqués chimiquement. C'est un effet domino invisible. La 6e cause d'échec est la plus traître. Vous obtenez une végétation dense, verte, envahissante, mais quasiment aucun poivron. Le coupable est indétectable à l'œil nu. Le pH ne se voit pas. Il se mesure. Ce chiffre détermine l'acidité ou l'alcalinité de la terre. C'est le facteur limitant absolu de la nutrition végétale. Vous pouvez avoir un sol saturé d'engrais de haute qualité,
riche en minéraux. Si le pH est déréglé, ces ressources sont inutilisables. C'est le principe du verrouillage nutritionnel. Imaginez un entrepôt de nourriture plein à craquer, mais dont la porte blindée reste close. La plante meurt de faim, assise sur un tas de vivres. Le poivron exige une fenêtre précise, entre 6 et 6,8, une acidité légère à neutre. Dans cette zone critique, la chimie opère. L'azote, le phosphore, le potassium, le calcium et le magnésium restent sous une forme soluble. Une récolte anéantie, c'est le risque immédiat si la chimie du sol est ignorée. La production de fruits s'arrête net. Pour l'agronome, la première étape n'est pas de planter, mais d'analyser. Il faut des données brutes. Un kit de test pH basique, disponible en jardinerie, offre une réaction colorimétrique immédiate. Pour plus de précision, un mètre numérique fournit une lecture décimale exacte. Mais il y a un niveau supérieur de diagnostic, l'envoi d'un échantillon de terre à un laboratoire agronomique local. Le rapport obtenu n'est pas une simple suggestion, c'est une analyse stratégique complète. Il détaille la structure moléculaire, le pH exact et les niveaux de nutriments disponibles. C'est une carte routière indispensable pour la planification à long terme. Sans ces chiffres, l'horticulteur navigue à l'aveugle. Une fois les données acquises, la correction commence. Si le sol est trop acide, l'environnement devient toxique pour les racines. Il faut élever le pH. La solution standard est le carbonate de calcium, connu sous le nom de chaux de jardin. C'est une poudre blanche dense. Son action est lente et progressive. C'est un avantage critique. Pourquoi la lenteur est-elle nécessaire? Parce qu'une modification chimique brutale est destructrice. Il faut suivre les dosages indiqués au gramme près, selon le type de sol, argileux ou sablonneux. À l'inverse, si le sol est trop alcalin, le pH doit être abaissé. L'outil principal est le soufre élémentaire, une matière jaune qui demande du temps pour se décomposer et s'intégrer à la matrice du sol. Une alternative organique existe, l'incorporation d'aiguilles de pin ou de tourbe. Ces matériaux se dégradent lentement, libérant des acides naturels qui modifient la structure de la terre sur plusieurs mois. Il y a ici une nuance vitale. L'erreur fatale est de vouloir tout corriger en une seule fois. En apparence, le sol semble inerte. Mais à l'intérieur, c'est un système biologique complexe, peuplé de milliards de micro-organismes. Un changement soudain de pH provoque un choc osmotique qui tue cette vie microbienne. L'équilibre est rompu. La stratégie correcte est l'ajustement graduel. Étaler les amendements sur une saison entière, voire deux. Après l'application, l'attente est obligatoire. Quelques semaines